toutes et à tous. Donc, bienvenue dans ce web RH qui est consacré aujourd'hui, en fait, justement, à la question des enjeux des organisations hybrides pour les RH, tout particulièrement. Alors, peut-être vous présenter en quelques instants qui nous sommes, l'ARAC Île-de-France, Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Donc, nous avons une mission de service public pour promouvoir et contribuer à l'amélioration des conditions de travail dans les TPE-PME, j'ai envie de dire en termes de cœur de cible, mais aussi auprès des partenaires sociaux, que ce soit les organisations patronales ou syndicales, et puis auprès de tous les acteurs relais et partenaires qui sont en contact et qui informent et accompagnent les entreprises. Nous avons une caractéristique particulière parce que le paritarisme fait à la fois partie de notre ADN, puisque notre gouvernance, ce sont aussi des partenaires sociaux. Et nous inscrivons cette particularité aussi dans la manière dont nous intervenons avec les entreprises, puisque nous travaillons à la fois en direction des directions d'entreprise, mais également des représentants des personnels. L'association donc est une association pardon, de droit privé avec des équipes pluridisciplinaires. Donc, vous retrouvez des psychologues du travail, des ergonomes, euh, des spécialistes de l'accompagnement du changement, des RH, etc. Nous avons un pilotage qui est effectué par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, un établissement public sous la tutelle du ministère du Travail qui finance une grosse partie en fait de nos activités. Alors, nos modes d'action en fait sont plutôt centrés sur l'idée que nous sommes là pour, sinon informer et accompagner les entreprises, mais pouvoir aussi produire de la connaissance, produire aussi des outils, des ressources, des méthodes, justement à destination des entreprises bénéficiaires et d'apporter aussi un appui au déploiement des politiques publiques, comme par exemple le dispositif Objectif Reprise durant toute la crise. Alors, là, vous voyez effectivement nos thématiques d'intervention qui sont, je dirais, de plus en plus ouvertes aujourd'hui, et notamment la question des organisations hybrides et du télétravail pour ce qui va concerner ce web RH. Et donc, nous organisons pour la deuxième année consécutive une semaine spéciale sur le télétravail en Île-de-France qui nous donne l'occasion d'accueillir aujourd'hui Madame Joséphine Copette, directrice de J'emploi et DRH à temps partagé, et Isabelle Baraille, DRH à temps partagé et consultante. Je vais peut-être vous inviter à vous présenter, mesdames. J'ai activé mon son. Alors bonjour à tous hein, et merci de partager avec nous tous ces moments. Alors moi je suis donc Joséphine Copette, je suis la directrice du groupement d'employeurs J'emploi Paris Région. Et en quelques mots, je vais peut-être présenter ce qu'est un groupement d'employeurs, hein, si toutefois vous ne le savez pas. Donc un groupement d'employeurs, nous sommes une structure associative dont les adhérents sont des entreprises qui donc viennent rejoindre notre association pour mutualiser et partager des ressources. Donc nous sommes dans l'écosystème du temps partagé et notre mission, c'est de mettre à disposition auprès de nos adhérents du personnel avec un certain nombre d'expertises. Donc nous, en l'occurrence, nous sommes spécialisés sur les fonctions support, donc à temps partagé auprès de nos adhérents. Alors, nos cibles et nos adhérents sont plutôt des PME, PMI, ETP, de moins de 50 salariés. Donc, on est vraiment dans un écosystème un petit peu particulier, hors des grands groupes. Et on est peut-être à la bonne place pour observer un petit peu ce qui se passe sur les enjeux RH, sur un certain nombre de problématiques, et en particulier celle qui nous intéresse ce soir, qui est le télétravail. Voilà, donc en quelques mots, donc parallèlement, moi je suis aussi DRH à temps partagé, donc en plus d'être directrice de J'emploi, donc je pratique moi-même le temps partagé, et donc je suis aussi sur un poste plus que d'observation, puisque de façon très opérationnelle, j'interviens sur des thématiques RH, et moi c'est vrai que j'ai
j'ai plaisir en fait à participer à cet atelier parce que je pense que les enjeux RH concernant le télétravail ne sont pas du tout les mêmes dans des petites structures et les contraintes que ceci suppose et les questionnements que ça suppose sont probablement assez différents de ce qu'on peut trouver dans des grosses structures. Voilà, en quelques mots. Alors, juste, oui, pardon, on a une cinquantaine d'adhérents, donc ça commence à être représentatif et on gère une trentaine de salariés à temps partagé. Voilà. Merci Joséphine pour, voilà, pour cette présentation. Je passe la parole à Isabelle Baraille. Alors, pour faire la transition avec Joséphine, donc je fais partie de cette trentaine de salariés à temps partagé, puisque moi je suis DRH à temps partagé pour l'emploi depuis maintenant 4 ans. Donc ça veut dire que c'est une PME que je suis depuis 4 ans et j'ai aussi une TPE. Avec une double casquette, parce que j'interviens en accompagnement donc, sur des temps longs en temps partagé, mais également sur des temps courts, sur des missions de conseil RH sur des PME où là, on est sur des tailles de 50 à 250 salariés, ce qui me permet d'avoir vraiment cette vision de ces transitions qu'on a pu voir ou vivre ou qu'on est encore en train de vivre entre cette crise sanitaire, cette reprise du monde c'est plus comme avant, mais on trouve des choses, mais des choses qui changent, une envie de retourner en présentiel, mais en même temps, le télétravail, on a envie de le garder. Donc voilà, donc j'ai vraiment cette vision-là sur différents secteurs d'activité. Et puis sur cette entreprise que j'accompagne depuis 4 ans, qui est dans le secteur du digital, hein, ils font des visites virtuelles en 3D, donc déjà une acquaintance forte avec les outils informatiques, avec les habitudes de travail derrière écran, parce que j'ai vu des entreprises qui, elles, n'avaient pas ces habitudes et qui ont dû faire une acculturation digitale à marche forcée. Donc l'intérêt aussi, c'est de voir comment elles y sont passées et puis aujourd'hui, quelles mesures on trouve et comment on met en place ces organisations hybrides. Donc ce que je disais, c'est que je travaille à... Alors c'est vrai que le temps partagé, j'ai beaucoup de gens qui me disent temps partagé, c'est quoi ça? C'est effectivement de partager mon temps entre différentes structures sur différents statuts, hein, puisqu'en statut de salarié pour le groupement d'employeurs j'emploi que représente Joséphine, et puis des missions plus de freelance qui permet qu'en partageant mon temps, finalement, je suis à temps plein, mais avec de multiples organisations. Et c'est cette expérience-là aussi qui me permet d'avoir une vision assez transversale du télétravail et des changements de fonctionnement de management aussi, parce que ça a impacté beaucoup le management, les habitudes, les attachements à l'entreprise, le lien, la distance, le recrutement. On voit aujourd'hui toutes les difficultés en recrutement qui en résultent. Donc voilà, pour me présenter rapidement. Merci Isabelle. Alors, avant effectivement de vous inviter, mesdames, à partager votre expérience et les participantes, puisque pour l'instant, nous n'avons que des femmes autour de la table, à bien sûr interagir hein, avec nos grands témoins, je vous propose qu'on se refasse un petit point sur qu'est-ce qu'on met un petit peu derrière organisation hybride et qu'est-ce que ça sous-tend aujourd'hui. Voilà hein, quelques mots clés, mais qu'on va retrouver et qui, effectivement, en plus, une liste qui n'est pas exhaustive et qu'on pourrait tout à fait enrichir justement au fur et à mesure de ce que l'on vit, de ce qu'on fait évoluer. De ce qui mobilise les différents acteurs au sein de l'entreprise, mais en tout cas qui donne à voir sur c'est quoi la nouvelle donne aujourd'hui, en tout cas ce qui se met en place. Alors, très rapidement, finalement, organisation hybride et notamment du travail, finalement, ce n'est pas un phénomène aussi nouveau que ça, mais c'est un terme maintenant qui rentre voilà, dans le discours de plus en plus courant, bien sûr dans le discours des RH, et on va le voir là dans ce partage d'expérience, pour désigner une organisation du travail qui se construit notamment autour de plusieurs lieux et de plusieurs temps. Et c'est vraiment, je dirais, les deux facteurs clés ou les deux leviers en tout cas clés de cette question du travail et des organisations hybrides. Alors, ce que vous disiez déjà en entrée de matière, c'est qu'effectivement, cette question d'organisation hybride ne concerne pas toutes les entreprises de la même façon.
Et aujourd'hui, on va plutôt effectivement s'attacher à regarder un petit peu voilà, par vos retours d'expérience, ce qui se passe dans les entreprises, notamment de moins de 50 salariés, qui, elles, ne sont souvent que très peu équipées, qui, par contre, font face exactement aux mêmes enjeux, aux mêmes demandes sociales aussi, hein, la demande même sociétale, et qui doivent aussi prendre ce virage à la fois des transformations numériques et organisationnelles pour tendre vers les organisations hybrides de travail, dont un des vecteurs, bien sûr, est la pérennisation du télétravail. Alors, effectivement, quels impacts en termes de lieu et en termes d'axe du temps? Eh bien, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, la norme qui était le travail en présentiel va basculer dans un mix, finalement, travail présentiel-distanciel. Ça veut dire qu'on va passer par des phases aussi où on va mixer à la fois la présence physique avec la présence digitale. On va pouvoir parler parfois même de blended working, comme on parlerait de blended learning dans le cadre dans le champ de la formation. Et puis ces formes aussi pendulaires, c'est-à-dire d'alternance entre le bureau et d'autres sites de travail, mais également aussi la question du bureau se pose elle aussi en termes de est-ce qu'on a des bureaux fixes, est-ce qu'on a plutôt du flex office, etc. Et puis pour tendre vers aussi tout ce travail distanciel, mais qui peut prendre là aussi des formes et des formats très différents et peut-être à articuler également. Donc on connaît le télétravail. Plutôt donc sous sa forme home office, notamment eu égard à la crise, mais il n'y a pas aussi que du télétravail en home office, ça peut être aussi dans d'autres espaces, d'autres lieux. Alors ça peut être des tiers-lieux, là on ne va pas décrire, voilà, mais des espaces de coworking. Et puis ça va être aussi tout ce qu'on connaissait déjà aussi, notamment autour du travail nomade. Alors souvent l'exemple que l'on prend, c'est cet exemple soit des entreprises qui travaillent aussi à l'international, qui font quelque chose d'un peu de mix en fait entre ces trois formes de travail à distance, ou par exemple aussi les commerciaux qui finalement sont beaucoup plus sur le terrain que dans l'entreprise, mais qui ont aussi besoin de pouvoir notamment réaliser leurs tâches administrativo-commerciales et qui se posent là où, effectivement ils peuvent, voilà, en fonction de leur lieu, voilà. Et donc, l'autre impact que ça va avoir, hein, ces organisations hybrides, c'est l'impact sur l'axe du temps, ou ce qu'on appelle, nous, plus communément, les temporalités en fait, du travail. Donc, spatialité, les lieux, et puis temporalité. Et là, on va voir qu'effectivement, on tend vers, je travaille de n'importe où d'une part, mais je travaille aussi peut-être n'importe quand, alors qu'il y a des règles, alors qu'il y a effectivement le plus souvent un accord temps de travail. Alors, pas forcément pour les plus petites, mais il y a au moins une réglementation qui est partagée au sein de l'entreprise. Et puis, du coup, ça vient complètement bousculer finalement le modèle des horaires classiques de bureau. Et qu'est-ce que ça sous-tend et qu'est-ce que ça vient percuter dans le rôle et la mission des fonctions RH. Donc voilà, en mode hybride, effectivement, deux changements majeurs, ou en tout cas deux impacts majeurs. Et puis des enjeux, un ensemble d'enjeux autour, je viens de le dire, hein, des espaces et des lieux de travail, mais également du temps de travail et de la charge de travail. On l'a vu aujourd'hui, on le voit de plus en plus, la question de la régulation de la charge de travail. Alors, soit on a des gens qui sont peut-être en sous-charge, mais d'autres qui sont en surcharge, et ça s'est complètement accentué avec le phénomène, excusez-moi, avec le phénomène du télétravail, notamment à marche forcée, hein. On a vu quand même, en tout cas, on constate des effets négatifs. Et puis aussi, cette charge de travail, elle va remonter aussi de façon plus forte, notamment parce que lorsque l'on travaille à distance, ce travail est moins visible ou en tout cas est rendu plus invisible. Et ça pose aussi la question de comment on gère ça à distance. Donc bien sûr, ça va percuter les pratiques managériales avec un accroissement de travail de coordination, ce qui va changer aussi la manière et quelque part aussi infléchir sur les missions des managers. On va renforcer bien sûr le management par objectif, mais également aussi, ça va aussi venir interroger la question de l'autonomie pour tous ces travailleurs qui sont à la fois distants et à la fois sur site. Et puis, bien sûr, la question des dynamiques collectives, hein, ce n'est pas qu'un effet de mode, hein, on est bien sûr, en gros, ce qui va être le socle aussi
je dirais, de la bonne santé de l'entreprise, c'est son ou ses collectifs de travail et tout ce qu'on va pouvoir comment porter, accompagner autour de cette dynamique collective. Et puis, bien sûr, les équipements et les outils numériques. Là, on va plutôt faire référence à la transition ou à la transformation numérique qui est venue finalement en même temps impacter les organisations de travail. Alors, qu'est-ce que ça traduit aussi? Ça traduit que du coup, il va falloir composer et trouver de nouveaux équilibres, voilà, pour, finalement, articuler, hein, tous ces modes d'organisation du travail, mais aussi, du coup, ça devient à la fois de nouvelles configurations organisationnelles et managériales articulées. 3 enjeux forts pour les managers, ou pour, en tout cas les lignes managériales, ou 3 enjeux prioritaires, hein, que le télétravail, qui aujourd'hui donc, en est à son stade, finalement de pérennisation est venu au supercuter. Donc des enjeux autour de la question de la prévention des risques professionnels et de la préservation de la santé. Hem, des enjeux autour du soutien, de la régulation, de la reconnaissance du travail, individuel et collectif. Et puis bien sûr, soutenir les dynamiques collectives comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Le tout étant effectivement de retrouver cet équilibre pour, pouvoir, à la fois concilier performance de l'entreprise et bien-être des salariés. Voilà. Pour terminer donc, cette introduction, donc un ensemble d'enjeux, on va les retrouver autour de la santé, de la prévention, des relations managériales aussi, puisqu'on sait que le travail à distance vient modifier aussi les relations managériales, le développement du télétravail, hein, qui est effectivement notre fil rouge là, actuellement. De nouvelles façons de communiquer également et de travailler ensemble. On a vu que la question de la communication synchrone et asynchrone venait complètement aussi bouleverser les relations de travail et les relations interpersonnelles au travail. Évolution du rapport au travail et de la demande sociale, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, effectivement, en aparté, le temps que tout le monde arrive. Donc là, ça va toucher aussi bien les attentes en matière de qualité de vie au travail, aussi quelles attentes on a et quel sens on donne aujourd'hui au travail. Et d'ailleurs, on le voit dans notamment les recrutements aujourd'hui, hein, les processus de recrutement. Et puis, le développement aussi de l'autonomie. Alors, à la fois une demande forte des collaborateurs, des entreprises, mais également un vrai enjeu, c'est-à-dire comment on accompagne, parce que de toute manière, il y aura besoin, et il y a déjà besoin d'ailleurs, que ces personnes qui travaillent à distance puissent effectivement être complètement autonomes le plus possible dans leur travail, parce que sinon, ça vient aussi contrarier et je dirais ajouter du travail au travail pour les managers, les encadrants, les RH, etc. Et puis, c'est effectivement, en tout cas, un vrai levier, mais là qui est plutôt positif, en fait, d'apprentissage collectif et individuel en continu. On l'avait déjà vécu effectivement à échelle peut-être un peu moins importante parce qu'il y a beaucoup de transformations et il y a beaucoup de projets en fait de transformation dans les entreprises. Et là, pour le coup, ça vient aussi s'inscrire dans la culture et dans la façon d'intégrer aussi le changement. Alors, à nouveau, merci à Joséphine Copette, donc directrice de J'emploie, le groupement d'employeurs et DRH à temps partagé, et Isabelle Braille, DRH également à temps partagé, qui est salariée de J'emploie, de venir partager avec vous un petit peu ce qu'elles vivent au quotidien dans ces entreprises où elles interviennent en tant que DRH. Alors, en tout cas, là, j'ai sorti cette vignette qui me paraissait intéressante, donc issue de l'enquête Le futur du travail vu par les DRH, qui a été conduite en fait en début 2022 et qui est parue donc, le 10 mars dernier. Et donc, il est dit deux choses. Il est dit le rôle central joué par les DRH pendant la pandémie a contribué à renforcer leur rôle stratégique. Voilà, pour 60% des DRH qui ont été interrogés. Et notamment, ils pensent qu'elle a acquis plus de poids et d'influence depuis la pandémie parce qu'elle a répondu, en fait, en tout cas, aux attendus. Elle a répondu aussi aux problématiques d'urgence qu'il fallait régler. Et puis, les dimensions sur lesquelles le rôle de DRH a particulièrement évolué. Et du coup, on va rentrer un petit peu là-dedans. Voilà, donc la première question que j'ai envie de vous poser, mesdames, c'est quelles évolutions pour les RH dans les PME?
Tu veux y aller ou j'y vais, Isabelle? Vas-y, Joséphine, Ouais, vas-y. ouais. Alors, en fait, alors, il y a plein de choses à dire. C'est un petit peu compliqué de tirer le premier fil hein, qui va guider nos échanges. Et j'espère que vous allez participer aussi. Hein. Moi, ce que j'ai envie de dire d'emblée, c'est que je note un grand déséquilibre en fait entre ces petites structures auxquelles nous avons affaire et les structures qui sont déjà en effet dotées d'une fonction RH identifiée et qui peut intervenir sur ces thématiques-là. Alors, évidemment que la question du télétravail s'est imposée et évidemment que l'ensemble des dirigeants, dirigeantes hein, de les petites structures avec lesquelles nous, on travaille, ont été obligés d'y venir à marche forcée. On ne va pas refaire trop un rappel de ce qui s'est passé, tout le monde l'a en tête. Néanmoins, c'est vrai que il y a eu une accélération vraiment de la manière de voir les organisations et les organisations du point de vue, oui, des temps de travail, mais aussi de comment on mobilise les ressources. Donc ce télétravail forcé a d'abord été géré finalement de façon très pragmatique parce que pour faire fonctionner l'entreprise, il fallait absolument que le télétravail se mette en place. Et donc, dans un premier temps, moi, ce que j'ai constaté, c'est que les collectifs de travail se sont adaptés finalement à une situation qui était une situation de crise. La grande différence maintenant, c'est que euh, depuis en fait la sortie de la crise, le télétravail s'est imposé comme un levier, alors d'une part d'attractivité pour les candidats qui viennent rejoindre les entreprises, mais d'autre part comme une nouvelle façon d'organiser, de gérer les ressources. Et là, moi, ce que je constate, c'est que les petites structures, qui sont pour la plupart non dotées de fonctions RH, parce qu'il faut quand même savoir que, en général, c'est le dirigeant ou la dirigeante ou l'assistante de direction, enfin, quelqu'un qui pratique en fait la fonction RH de façon extrêmement opérationnelle et plutôt du point de vue de l'administration du personnel, hein, parce que le cadre réglementaire français est fait de telle sorte qu'il faut quand même répondre à ces prérequis, fait que on ne sait pas aujourd'hui comment négocier ce virage du télétravail. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il y a des impacts très forts sur l'organisation du travail, le détricotage en fait des organisations qui remettent en question, et vous l'avez souligné, moi je le vois tous les jours, les façons de manager, les façons d'appréhender le travail. Tout le monde ne peut pas travailler et être managé par objectif et en mission. Qu'est-ce qu'on fait? Ça crée des vrais déséquilibres dans les organisations. Ça crée quand même des grosses perturbations parce que finalement, quand on réfléchit 2 minutes, la façon qu'on a de manager, les repères qu'on a pour manager une équipe ou manager des projets, c'est quand même très encadré par des conventions collectives, par un cadre quand même réglementaire autour du temps de travail qui dicte en fait un certain nombre de conduites. Et aujourd'hui, en fait, tout ça s'est remis en question. On n'a pas de repères, on est obligé d'inventer les repères. Alors, Isabelle va, elle, parler de son expérience dans l'entreprise dans laquelle elle intervient, où elle, comme elle est DRH, en fait, elle a pu intervenir, en fait, négocier un accord. Bon, elle en parlera évidemment mieux que moi, mais la plupart des entreprises, en fait, se sont retrouvées totalement démunies et se retrouvent, en fait, à faire une analyse a posteriori de ce qui leur arrive. En fait, ils sont arrivés trop tard dans l'année pour les inscrire cette année. Pardon? Non, non, c'est quelqu'un, je pense qu'elle doit... Ah oui. Elle doit répondre à Voilà. Oui, oui. Pardon, Ophélie. Voilà. Je vois. Et donc, du coup, excusez-moi, ça a coupé mon fil conducteur. Et de dire qu'effectivement, les dirigeants se trouvent aujourd'hui quand même extrêmement démunis. Alors, il y a deux attitudes que moi je vois. On y va quand même et on essaye, mais quand même au détriment parfois d'efficience
et d'efficacité parce que bah, les managers ne sont pas préparés. Donc, du coup, comment on vérifie en fait la performance par rapport à une mission, par rapport à un poste, comment on pilote à distance. Et puis d'autres dirigeants qui se disent, bah, dans le fond, moi je reviens en fait au modèle que je connaissais et que je gère et que je sais gérer, mais en créant en interne des mécontentements de la part de ces collectifs-là qui, eux, se disent, mais moi j'ai un copain qui fait du télétravail 2 jours par semaine et ça marche, pourquoi moi je ne peux pas faire? Donc qui perdent en attractivité parce que forcément, ben, c'est vrai que les mobilités se pensent autrement aujourd'hui. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une grande confusion, une phase transitoire et je me demande comment on va sortir de tout ça pour les entreprises qui ne seront pas accompagnées par la fonction RH. Alors, on parlera tout à l'heure des enjeux pour nous, hein. Alors évidemment, hein, vous savez, nous, on est en capacité de prendre ce recul et finalement d'avoir cette analyse. Mais pour les entreprises qui ne seront pas accompagnées, comment ça va se passer, quoi? Parce que moi, je constate quand même que les collectifs de travail sont quand même hyper détricotés, quoi. Et que quand on ne réfléchit pas à comment continuer à créer du lien social dans l'entreprise et l'organiser, et ben, mine de rien, quand on laisse par maladresse ou parce on n'a pas conscience des enjeux, euh, on dit aux gens, bah écoute, tu vas faire 2 journées de télétravail, tu les choisis, et que du coup, il y a des gens qui se croisent plus jamais, et que du coup, euh, euh, tout ça retombe en fait sur la fonction managériale qui ne sait plus comment faire pour continuer de coordonner un certain nombre de choses en interne, bah, c'est quand même, on peut le dire, pas simple, quoi, hein. Voilà. Moi, c'est un peu ça que j'ai envie de poser. Je vais te laisser la parole, Isabelle, hein, parce que tu as aussi Mm. évidemment plein de choses à dire, toi, sur ton retour d'expérience, hein, mais voilà. Ouais. Merci, merci Joséphine en tout cas pour cette entrée en matière. Donc la question était quelles évolutions pour les RH dans les TPME? Alors, je voulais partir peut-être du témoignage de ce qui s'est fait dans la PME que j'accompagne. On était à une trentaine de salariés en France. Alors, il y a une équipe aussi au Maroc, mais qui est gérée indépendamment, avec un accord de télétravail qui avait été mis en place en 2019, avec une volonté du dirigeant de la mettre en œuvre, mais en y allant de façon très frileuse, que ce soit par le dirigeant ou que ce soit par les managers, en disant la question de confiance se posait, avec ce qu'on disait tout à l'heure, mais si on ne voit pas les gens, est-ce que vraiment ils travaillent? Puis après, on disait, bon, on est quand même sur un métier où il faut avoir des livrables et des rendus, donc s'ils ne travaillent pas, on n'aura pas livrable et vendu, on verra. Mais il y avait vraiment ce côté très frileux et aussi des salariés qui lèvent un petit peu. On a eu la grève des transports en région parisienne qui a mis à marche forcée les gens en télétravail parce que juste pour se rendre au bureau, c'était catastrophique. Et puis on est à peine revenu au bureau qu'il y a eu le premier confinement en 2020. Donc là, les gens se sont retrouvés carrément à 100% en télétravail en utilisant leur matériel personnel pour se connecter et pour travailler. Certains, on a été même jusqu'à de l'activité partielle. Et puis, ça s'est instauré. Puis, on s'est rendu compte au fur et à mesure du temps, avec les confinements, déconfinements, voilà, que globalement, le niveau de production était là, que les résultats étaient vraiment satisfaisants. J'ai lancé, alors ce que disait Joséphine, hein, le rôle du DRH, c'est aussi que moi, j'ai lancé des sondages, j'ai pris contact régulièrement avec les gens pour voir quel était leur état d'esprit, comment ils avaient vécu le fait de se retrouver tout seul chez eux, parce que tout seul chez eux, on n'a pas forcément la place, parce que s'il y a des enfants en bas âge, ça peut être très compliqué, parce que tout ça. Et puis, on s'est rendu compte que globalement, les gens étaient plutôt satisfaits du télétravail, avec plutôt un gain en qualité de vie du fait d'éviter les déplacements, du fait d'avoir leur matériel perso, finalement, comme c'est un monde informatique, ils ont plutôt du bon matériel. Et de là, on s'est dit, la volonté, c'était, on va aller plus loin dans le télétravail. Et on a mis en place un accord de télétravail à raison de 3 jours par semaine. Avec des modularités, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le confinement, j'ai des gens qui sont allés se confiner en dehors de l'Île-de-France
J'en ai une qui est retournée du côté de Clermont-Ferrand chez ses parents, voilà, et ainsi de suite. Et la question s'est posée, ou ils ont commencé à poser la question en disant, mais est-ce qu'avec le télétravail, je ne peux pas rester dans cette région où je suis allée me confiner ou dans ma région d'origine? Et le dirigeant qui était complètement contre 2 ans avant s'est dit, je pense que d'accepter cette situation va me permettre aussi de fidéliser les équipes sur des métiers dont le recrutement est quand même plutôt difficile, hein. J'ai pas mal de développeurs informatiques. Trouver des développeurs, c'est loin d'être facile. Et clairement, aujourd'hui, le télétravail, c'est la clé d'entrée. Dans ma casquette consultante, je vois des entreprises, clairement, les candidats disent, s'il n'y a pas de télétravail, je ne postule même pas. J'y vais pas. Je n'envoie pas ma candidature. Je parle des métiers plutôt tertiaires, hein, mais j'ai besoin de télétravail. Et donc, on a complètement revu, on a travaillé avec le CSE, on s'est accompagné en faisant des sondages auprès des salariés de leur vécu, leur perception, ce qui avait manqué, comment adapter. Et on a mis en place cet accord de travail de 3 jours par semaine, avec l'idée que les gens utilisent leur matériel personnel et en mettant une prime suffisamment conséquente pour pallier cette utilisation et ces frais d'utilisation personnelle. Et ce qui fait que ça a changé aussi la donne du recrutement, parce que les derniers recrutements qu'on a fait, j'ai une personne qui est à Marseille, l'autre qui est à Strasbourg, et qui, pour elle, vont être à 100% en télétravail. Et on leur demande de venir à minimum une fois par mois dans l'entreprise et voilà, de créer ce lien. Donc, toute la question se pose de la problématique de l'intégration des personnes qu'on verra très peu. Donc là, il y a la première semaine, on leur demande vraiment d'être au bureau. Et puis, avec la crise sanitaire, il y avait vraiment des craintes par rapport à la contamination par le Covid. Donc, ce qu'on avait fait sur ces 3 jours de télétravail, il y avait une partie de l'équipe qui venait le lundi, mardi, et une autre partie le mercredi, jeudi. Donc, les gens, pendant 2 ans, ne se sont quasiment plus vus. Donc, ça fait un peu bizarre, c'est un moment de se dire, wow, on se connaît depuis, allez, ça fait 4 ans, 5 ans qu'on travaille pour la structure, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vus, et j'ai intégré des personnes qui ont fait beaucoup à distance sans rencontrer, parce que même si Teams c'est beaucoup utilisé, c'est plutôt utilisé en mode téléphone comme mode vidéo. Et donc là, on a dit, la situation sanitaire est plus stable, on va faire en sorte qu'il y ait vraiment un croisement. Donc, on va faire en sorte qu'il y ait des gens qui viennent le lundi, mardi et mardi, mercredi, pour que le mardi, ce soit la journée où tout le monde soit sur le lieu de travail. Et puis, en échangeant avec les uns et avec les autres, ce qu'ils disaient, donc le retour au travail, comme beaucoup, ça a été dire, faut que je reprenne le métro, il faut que je me retape 1 heure de transport, et puis il faut que je mette le masque. Et puis, il y a eu beaucoup de frilosité à l'idée de reprendre. Et ce qui a pallié à cette reprise, les retours que m'ont fait les salariés, c'est de dire, ah ouais, mais ça fait du bien de se revoir, ça fait du bien de manger tous ensemble le midi. Et c'est vrai que quand on revient le mercredi tous ensemble, en fait, on est tellement content de se voir qu'effectivement, le temps de repas, on prend vraiment 2 bonnes heures pour déjeuner et pour échanger. Et puis, de toute façon, à la maison, on prend moins de temps pour déjeuner. Donc, c'est de se dire que quand je viens, cette dimension sociale qui est vraiment fondamentale, je trouve que les différents confinements ont vraiment montré l'importance de ce lien humain, d'être en contact, c'est de le retrouver. Et donc là, je suis dans une démarche aussi de dire, bon, il faut de croiser les agendas, parce qu'entre celui qui est parti vivre à Mâcon, celui qui est parti à Tours, celui qui est parti à Rouen, celui qui est à Clermont-Ferrand, voilà, de dire que le jour où ils viennent, il faut caler les agendas avec les managers, que ce soit un jour collectif et qu'on fasse soit un petit déjeuner, soit un repas tous ensemble, soit qu'on aille prendre un verre après, mais que ce soit un côté collectif et social. Donc, il y a tout cet aspect-là. Et puis après, les retours des managers, c'est que, alors, moi, je suis dans une entreprise où c'est beaucoup d'open space. J'ai quelque chose à dire, je me lève, je vais aller voir Joséphine. Tiens, au fait, Joséphine, j'ai cette question, je vois ça. Quand on est derrière son écran, qu'on communique par Teams, j'envoie le message, la personne fait peut-être autre chose, elle ne me répond pas tout de suite. Donc, on perd beaucoup de temps à attendre, à aller chercher de l'information. Et voilà, donc les managers m'ont dit qu'il y a une charge de travail supplémentaire. Ils ont passé leur temps à aller à la pêche aux informations, à coordonner, à bien comprendre comment chacun, les uns et les autres fonctionnent. Et de revenir au bureau, c'est vraiment un temps d'échange pour faciliter justement tous les rouages du temps de travail où on est ensuite à la maison. Donc, par rapport au rôle du RH, mon rôle à moi, c'était vraiment de suivre au quotidien, de prendre la température, de voir aussi est-ce qu'il y avait du mal-être, est-ce qu'il y avait des gens en souffrance d'être tout seuls chez eux.
sur des profils, je me dis entre les extravertis clairement, qui ont vraiment besoin de contact, de se nourrir et qui peuvent se retrouver tout seuls, c'est un peu plus difficile. Les introvertis qui tout seuls derrière leurs écrans, ça leur va bien, mais en même temps, on se rend compte que de revenir au bureau et d'échanger, ça fait du bien. Et là, on a eu un pot de départ derrière moi. Il y a des gens qui sont venus et disent: «Ah, mais telle salariée qui est arrivée, je l'avais jamais discuté avec elle. Et toi, ça fait 2 ans que je t'ai pas vue. Et qu'est-ce que ça fait du bien de se voir?» Et ça papotait, ça discutait. Donc, il y a toute cette démarche-là de je suis chez moi, je suis bien chez moi, je me suis acheté un joli fauteuil, j'ai un bon écran, j'ai le clavier qui va bien. Quand je viens au bureau, qu'est-ce que je trouve en termes de qualité de bureau? Qu'est-ce que je trouve en termes d'ambiance? Et le rôle aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les gens aient vraiment ce plaisir à venir, et je parle vraiment de plaisir. Je trouve que dans tous les entreprises que je vois en moment, les difficultés, c'est de trouver du sens au travail. Vraiment, il faut que et je me lève ou je vais travailler, pourquoi je le fais? Et je trouve que la crise sanitaire a interpellé plein de gens en disant: «Mais c'est quoi ma vie aujourd'hui? C'est quoi le travail pour moi?» Et quelle est enfin, la rémunération certes est importante, mais je trouve que la rémunération aujourd'hui, il n'y a pas que ça, c'est comment je m'épanouis vraiment au niveau du travail? Donc il y a vraiment cette approche-là au niveau RH de repenser toute cette partie-là et de continuer à maintenir ce lien et à créer de la vie, au niveau de l'entreprise. Après, j'ai vu, on parlait de différents niveaux de maturité, hein. J'accompagne une autre entreprise où, ce que disait Joséphine tout à l'heure, ils sont très bons en RH sur toute la partie administrative. Donc, ils ont tout bien comme il faut, règlement intérieur, et cetera. Par contre, sur tout ce qui est réunion, ils font des points techniques, mais il y a des gens, ils disent: «Bon, on se fait une réunion une fois par an avec tout le monde», mais il n'y a pas ce lien qui est pris, il n'y a pas cette coordination, il n'y a pas ce cette attention portée aux personnes qui fait aussi qu'il y a une ambiance, qui fait aussi qu'il y a du plaisir à être ensemble. Et parce qu'elles n'ont pas forcément les clés d'entrée, parce elles appliquent la loi, donc elles font tout bien au niveau légal. Par contre, la démarche que je qualifie plus de développement RH, c'est une entreprise où elles ne font pas d'entretien annuel, elles ne font pas d'entretien professionnel, elles font très peu de réunions, elles font peut-être un pot une fois par an pour Noël, mais c'est tout. Comment justement on les accompagne pour aller beaucoup plus loin dans le suivi, dans la personnalisation du suivi des salariés. Donc je trouve qu'il y a vraiment cette évolution-là, et je trouve que la partie RH est vraiment très attendue aussi par rapport à ça, ou attirer la sonnette d'alarme auprès du dirigeant en disant: «Mais attention, je vois aussi dans certaines TPE, oui, j'accompagnais des entreprises de transport où certains sont encore à l'ancienne en disant: on les paye ce prix-là, puis ils devraient être contents, quoi.» Bah oui, mais sauf que le salaire, ça suffit plus. C'est aussi la considération, c'est aussi de revoir les aménagements de temps de travail. Je sais on en avait parlé, mais quand j'ai vu ces salons de coiffure qui avaient décidé de fermer le samedi en disant: je vais faire un test, je ferme le samedi, je suis ouvert plus tard le soir, et qui du coup ont croulé sous les candidatures de coiffeuses qui disaient: oui, mais moi je travaille le samedi, donc du coup je peux jamais aller à un mariage parce que je rate la cérémonie, j'ai que la soirée. Enfin voilà, et j'ai une entreprise de transport comme ça, donc ils font beaucoup de logistique, hein, ils vont livrer Hugues, Decathlon et autres. Et là, le DRH est aussi en train de se dire: je suis en train de voir comment faire des semaines à 4 jours, comment organiser différent pour permettre aux chauffeurs d'avoir plus de temps libre. Donc, je trouve qu'on est en train d'aller beaucoup plus loin aussi sur l'organisation au travail. Donc, dans la PME que j'accompagne, donc là, on a quand même mis des plages horaires. Il faut qu'il y ait des plages horaires communes, parce que si j'ai une question à poser et que l'autre n'est pas là, ça va me faire perdre du temps. Mais on a vraiment une souplesse qui est apparue dans les temps de travail. Puis j'ai des gens qui me disent: de toute façon, moi, des fois, je travaille plus tard le soir, mais c'est parce que c'est un choix, c'est pas du tout l'entreprise qui m'impose, parce que j'aime bien ce que je fais et que j'ai envie de le faire. Voilà, donc il y a toute cette partie-là aussi de dire, alors on est sur les débats des 35 heures, des 4 jours, comment on travaille différemment et comment on va plus loin pour trouver cet équilibre entre les intérêts de l'entreprise et puis sa rentabilité, sa organisation, et l'intérêt des salariés avec cet équilibre vie pro, vie perso, parce que j'ai des gens, et je suis la première placée, de faire du télétravail, de dire du coup mon fils, je peux l'emmener à l'école et j'ai moins la course, et c'est le plaisir aussi de prendre un peu plus son temps au petit déjeuner que de se dire: je me dépêche, il faut que je parte et que j'ai mon train à prendre. Donc je trouve que de pouvoir trouver cet équilibre en plus de vie, euh, une entreprise qui me permet justement d'avoir cet équilibre privé, j'ai d'autant plus envie d'y rester, j'ai d'autant plus envie de m'y impliquer que d'aller dans une entreprise où ça va être la course en permanence. Isabelle, moi j'ai juste, on est sur des temps d'échange, hein, mais alors évidemment les retours que tu fais mettent en exergue
plein de trucs très chouettes hein, du télétravail, quoi. Mais moi, l'activité économique d'une entreprise et du coup les missions qui sont confiées aux gens permettent aussi comment dire, de mettre en place un télétravail moins contraignant, je dirais, et en tous les cas plus organisé, quoi. Il y a des structures dans lesquelles on n'a pas que les gens ne travaillent pas que en mission. Et moi, je le vois par exemple dans la PMI que j'accompagne par ailleurs. On a effectivement continué à mettre en place des journées de télétravail, mais c'est de façon pas du tout. Alors, c'est perçu comme pas du tout équitable, puisqu'on a un atelier de fabrication. Il y a 4 personnes, alors ils ne peuvent pas télétravailler, bien sûr. La logistique, on peut pas, ils peuvent pas télétravailler. Puis il y a effectivement toutes les fonctions de support en fait, et les gens télétravaillent quoi. Et ça crée quand même des distorsions dans les organisations parce que en fait, effectivement, on peut citer des expériences, comment dire, des retours d'expérience d'entreprise pour lesquels ça marche bien et finalement c'est probablement des entreprises qui déjà avant la mise en place du télétravail réfléchissaient à ce qu'était le développement RH et réfléchissaient probablement à comment intégrer ces notions de bien-être, d'aller au-delà de l'administration du personnel. Mais moi, ce que je constate aussi, c'est que les entreprises, ça met en exergue aussi que justement des entreprises qui n'ont jamais pensé à ça se prennent en fait en pleine figure que comment je fais en fait pour gérer ça alors que je suis quand même vachement démunie quoi. Et alors c'est moi j'ai quand même une vision de ce qu'on nous peint du télétravail, euh, cette façon, enfin, on le dépeint comme, évidemment de façon un peu idyllique, hein, parce que c'est vrai que les gens se retrouvent chez eux, dans leur environnement, ils peuvent régler leur temps de vie, tout ça c'est très bien, mais so what, quoi. Parce que quand même, moi je pense qu'une entreprise, c'est un collectif de travail, quoi. Et les gens peuvent se dire, moi personnellement, je suis vachement bien. C'est marrant parce que hier à midi, on avait une discussion avec des gens de Cap Digital. Nous, on est dans les locaux de Cap Digital et on travaille en fait avec plein de petites structures qui sont des startups, etc. quoi. Et j'avais en fait quelqu'un qui me disait, mais pour moi, le télétravail, c'est super chouette, quoi. En fait, quand je viens, ben, je viens que pour partager des bons moments avec mes collègues. Alors, sûrement, quoi. Mais c'est vrai que ce côté idyllique, ça ne résout pas le problème de fond qui est comment, en fait, demain, les entreprises vont s'organiser pour trouver les justes équilibres, quoi. Et je crois Alors, que ça rejoint ce que je te disais sur, Ouais. excuse-moi, je te coupe, sur l'entreprise. C'est moi qui vais vous couper parce Ah, pardon. que du coup, ça va peut-être voilà, nous permettre de rebondir. Et nous avons notamment Claudie qui faisait... Oui, c'est intéressant, c'est bien, ouais. Donc Claudie, si vous pouvez peut-être du coup prendre votre micro, parce que ça pourrait être en tout cas une des réponses que l'on pourrait apporter. C'est ce que je disais dans l'entreprise, une des entreprises de transport que j'ai accompagnée. Oui, transport, c'est que des conducteurs, ils ne font pas de télétravail. Vous pouvez mettre la caméra quand vous intervenez, Amélie. Oui, ils étaient justement en train de se poser la question de mettre en place la semaine à 4 jours pour les conducteurs. Après, j'ai une autre entreprise. Isabelle, Claudie veut intervenir, si on peut lui laisser la parole. Claudie, vous êtes toujours avec nous? Vous m'entendez? Oui, ça va. J'ai des soucis de connexion. Non, je disais que pour répondre aux soucis d'équité dans l'entreprise, pourquoi ne pas proposer en fait aux personnels qui ne peuvent pas télétravailler d'être sur un rythme de 4 jours par semaine pour compenser avec les personnes qui peuvent télétravailler et avoir une vie plus, équilibrée en termes de vie globale. Moi, si je puis me permettre, la semaine de 4 jours, d'abord, ça fait exploser en fait plein de modèles. Déjà, il faut être en capacité en fait de se dire que l'organisation va la penser autrement. Et puis, ça suppose aussi d'organiser l'entreprise et d'avoir une taille critique pour pouvoir mettre en place la semaine de 4 jours. Par exemple, moi, dans ma PMI,
on a quand même, il faut répondre, en fait, on est dans le secteur de l'eau. Voilà, quand un client appelle pour un problème de SAV, il faut qu'on ait quand même quelqu'un qui soit en capacité de prendre l'appel, de régler tout ça. Et donc, ça voudrait dire, en fait, d'augmenter peut-être, alors, pourquoi pas, hein, mais d'augmenter quand même un petit peu les ressources pour couvrir, en fait, des plages d'ouverture. Et quand on est, nous, dans cette entreprise, il y a 35 personnes, je ne suis pas sûre que le dirigeant, dans son modèle économique, se dise que voilà, on peut peut-être augmenter, enfin, on va augmenter les ressources, quoi. Alors, oui, c'est une piste, hein, moi, Claudia. Moi, je pense que c'est une piste, mais n'empêche que on est confronté quand même à des réalités économiques, des tailles critiques d'entreprise. Quand on est une entreprise de moins de 10 salariés, c'est quand même vachement compliqué. Enfin, selon l'activité, c'est quand même vachement compliqué, quoi. Donc, je sais pas quoi, par exemple, une entreprise du secteur de la propreté, et il y a beaucoup de micro-entreprises, de petites structures dans le secteur de la propreté. Moi, pour avoir travaillé, je le sais bien, bah, non seulement ces gens-là ne peuvent pas télétravailler, mais il faut couvrir quand même des plages de temps et des plages, enfin voilà, qui font que c'est quand même vachement compliqué, quoi. Moi, j'ai un peu peur qu'on arrive à des entreprises à plusieurs vitesses, quoi. Voilà, moi Ouais. c'est juste, je Alors, questionne, hein, je par ne sais rapport pas la réponse. le télétravail, je connais aussi des entreprises qui ne font pas de télétravail. Je parlais des conducteurs, où le dirigeant a dit, c'est pas parce que moi j'ai des chauffeurs de bus que les bureaux vont faire du télétravail, puisque les chauffeurs de bus ne peuvent pas en faire, les bureaux ne font pas de télétravail. Mais en même temps, il y a une telle attention aux équipes, il y a une excellente ambiance dans l'entreprise. On peut aussi ne pas faire de télétravail et être en présentiel. Et c'est là où le RH, le dirigeant, a un vrai job à faire, c'est quel sens je donne au travail, quel plaisir je donne au travail et comment j'accompagne les gens au quotidien dans la reconnaissance de ce qu'ils font, que ce soit les métiers de la propreté, tout le métier de la service à la personne, c'est hyper compliqué en ce moment parce que les salaires sont très bas, parce que la reconnaissance est quand même relativement faible, alors que ce sont des gens qui font ce métier. J'ai vu des gens qui étaient extrêmement engagés dans ce qu'ils faisaient et j'ai vu des dirigeants, enfin des dirigeantes en l'occurrence, de TPE, de service à la personne, mais qui avaient mis en place plein d'attentions, plein de solutions pour être vraiment très à l'écoute de leurs salariés et avec un taux de fidélisation et d'engagement extrêmement fort. Donc, je trouve que le télétravail n'est pas fait pour tout le monde et il y a des gens que ça n'intéresse pas. Et là, le rôle RH, le rôle de dirigeant, c'est comment je crée de l'attention, comment je crée du sens, comment je fidélise mon équipe en ayant une qualité de vie au travail. Ce n'est pas forcément les gens qui vont être chez eux à travailler derrière leur écran, mais qui ont un métier qui va être plus manuel, plus technique et qui aiment leur métier. Comment aussi les accompagner de ce côté-là? J'ai un frère qui est plombier. Lui, le télétravail, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qui lui plaît, c'est d'aller chez le client, c'est de bricoler, c'est de réparer, et puis ça lui va bien. Donc, là, ce que vous êtes en train d'évoquer, si je peux me permettre, c'est la question de l'activité, en fait. oui. C'est-à-dire, pour moi, il y a deux leviers là. Il y a effectivement, toutes les activités ne sont pas télétravaillables. Et inversement, souvent, on parle des gens qui sont en front. Alors, ce que j'appelle en front, c'est en contact direct avec que ce soit le public, le client, etc. Et on a la logique inverse, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant la crise, en fait, les seules personnes souvent qui n'ont pas pu être en télétravail alors que leur activité le permettait, c'était souvent les personnes de l'accueil, par exemple. Parce qu'on considérait que l'accueil physique devait se faire tous les jours, en toutes circonstances, sauf que plus personne ne venait dans les entreprises. Et donc, ça va être effectivement toute cette subtilité pour pouvoir à la fois remettre aussi du sens, et le sens au travail, c'est aussi, du coup, regarder l'activité, et aussi la question de la communication. Et c'est-à-dire que, et ça embarque aussi d'autres enjeux, hein, c'est-à-dire la question, vous l'avez dit très bien tout à l'heure, la question de l'équité aussi de traitement. Et qui dit traitement équitable ne veut pas dire traitement égalitaire. Non, oui. Voilà. Oui, Et donc, effectivement, c'est si on remet du sens sur la question de l'activité et du travail lui-même, alors on pourra trouver aussi des réponses adaptées, peut-être à différents... tout à l'heure, vous disiez, cette entreprise, peut-être que demain, les entreprises, effectivement, sont des entreprises à plusieurs vitesses. Mais, et alors, si effectivement, on arrive à mettre du sens sur chaque choix
et chaque orientation qui seront prises en matière d'aménagement du temps de travail, d'organisation du travail, de management, alors oui, on pourra avoir des entreprises qui fonctionnent à plusieurs vitesses, mais notamment aussi dans le cadre de démarches concertées. Et du coup, on va revenir sur la question de la négociation, du dialogue social, etc. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait réagi avec un pouce, c'était Claudie, me semble-t-il. Ah oui, oui, parce que je partageais complètement les points de vue et je pense que oui, l'avenir, on parle de flexibilité dans les bureaux, mais oui, la flexibilité dans l'organisation, pour moi, enfin, il y a tout à écrire, tout à co-construire et on ne sait pas aujourd'hui comment ce sera demain. C'est peut-être là que c'est assez déroutant et je pense que voilà, pour moi, c'est à co-construire avec les équipes. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de télétravailler, il y en a qui voient le modèle de la semaine de 4 jours comme étant génial ou pas du tout adapté. Enfin voilà, je pense qu'il y a de tout et peut-être que c'est en discutant qu'on arrive dans les entreprises à pouvoir construire quelque chose de personnalisé peut-être et puis des nouveaux modèles. Mais c'est en ça que c'est très compliqué, hein. Moi, je joue un peu. Mais c'est en ça que moi, ce que je constate, c'est que c'est très compliqué parce qu'en même temps, on sort en fait de logique collective et ça, c'est l'histoire, hein, du collectif, hein. On voit bien qu'aujourd'hui, la référence aux conventions collectives, aux accords collectifs, c'est de plus en plus compliqué. Puis, mais quand même, en fait, il va falloir gérer des situations individuelles dans un collectif, des desiderata individuels dans un collectif. Et l'enjeu, il est quand même énorme, hein. Alors c'est passionnant, c'est intéressant, mais c'est vrai que, encore une fois, moi, je constate qu'il y a plein d'entreprises de moins de 50 salariés qui n'ont pas de fonction RH, qui gèrent en fait une administration du personnel, quoi. Et c'est là où l'enjeu pour ces entreprises va être d'autant plus important. Parce que on peut avoir effectivement des dirigeants qui sont qui déjà ont une réflexion là-dessus, et il y en a, et heureusement, et c'est chouette, quoi. Mais il y en a plein d'autres, en fait, qui sont vraiment dans la gestion opérationnelle de leur entreprise, et ça demande quand même, la gestion de cette phase transitoire demande quand même d'avoir de la connaissance technique, déjà, en RH, hein, parce que il faut comprendre, parce que c'est très bien quand quelqu'un dit mais moi, je m'en fous de me brancher à minuit et de travailler à minuit parce que, parce que personnellement, c'est bien pour moi. Sauf que le jour où l'entreprise est quand même confrontée à un contentieux parce que le juge, il va quand même faire un rappel à la règle, quoi. Donc, il faut quand même avoir une connaissance technique et être en mesure de prévenir un certain nombre de risques juridiques et de contentieux, et en même temps de répondre de façon équitable, et je sais bien, hein, pas égalitaire, mais équitable, à des problématiques qui sont liées au sens de questionnement individuel, d'équilibre personnel et professionnel, et les enjeux, ils sont quand même hyper forts, quoi. Hyper forts, y compris même dans la vision que nous-mêmes, en tant que DRH, nous avons de notre fonction. Parce que tout le monde n'a pas cette vision de développement RH et d'accompagnement de la structure dans ce développement-là, hein. Et voilà, quoi. Du coup, moi, je pense que les années qui vont venir, les enjeux RH, pour revenir à la question, et voilà, hein, ils sont quand même énormes. Et en même temps, je me demande comment nous qui sommes autour de cette table, on s'intéresse à la question, et la preuve, on vient piocher et savourer un certain nombre d'outils que vous mettez en place ou que d'autres mettent en place, que des sociologues du travail vont s'intéresser à ces questions. Donc on vient lire, on vient s'intéresser, on se questionne, mais combien il y en a qui n'ont, par manque de temps, par manque de je sais pas quoi, de curiosité ou je sais pas quoi, ne le feraient pas. Et moi je trouve que quand même ça risque le détricotage du collectif, c'est pas anodin, quoi. Il y aura forcément, à mon sens, des impacts sur la performance et les équilibres économiques des entreprises. Et si on n'est pas en capacité de relever ces défis, bah,
ça peut poser question, quoi. Ça peut poser problème. Voilà. On peut se confronter à des risques juridiques, des risques sociaux, et des risques, y compris économiques, quoi, et d'équilibre. Voilà. C'est moi ce que je questionne. En tous les cas, c'est ce qui me questionne moi en tant que DRH et finalement en observation de ce qui se passe dans l'écosystème de nos adhérents, quoi. Moi, j'ai des adhérents, mais je vois bien, si vous voulez, les questions qui se posent et c'est pas pour ça qu'ils vont faire appel à un DRH à temps partagé, hein. Ils se disent, mais moi, je vais gérer, je sais gérer. Ben, bah non. Enfin, après, on peut pas être trop intrusif pour... nous, ce qu'on peut, c'est essayer juste de les éveiller aux enjeux, mais bon, voilà, quoi. Et ils sont, en fait, si vous voulez, ils sont aujourd'hui surpris des impacts que tout ça a, quoi. Ils disent, mais moi, je comprends pas pourquoi ça ne fonctionne plus comme avant, quoi. Oui, mais Bah, il y a beaucoup de c'est gens pour qui toutes ces veulent, raisons qu'on est en train d'échanger, sur lesquelles on échange, hein. parce qu'il y en a certains qui disent, bah, ça y est, on a repris le boulot, on fait comme avant et rien n'a changé, parce qu'ils ne veulent pas Mais oui. prendre... Voilà, après cela, C'est effectivement, pas ça va qu'ils être veulent très... pas ou qu'ils peuvent pas ou qu'ils n'ont pas tu vois Parfois, il n'y a les pas les grilles de critères, lecture, hein. Il n'y a pas Mm. forcément. Et les grilles de lecture, aujourd'hui, la les grilles de difficulté, lecture, voilà. c'est qu'elles sont en train de se construire. Et Mm. vraiment, en fait, moi, j'invite fortement, mais peut-être que les participants pourraient peut-être réagir là-dessus, c'est-à-dire que du coup, on va être vraiment sur des temps longs d'expérimentation, d'ajustement. Et la méthode des petits pas, là, est tout à fait, je dirais, de mise aujourd'hui. C'est-à-dire que peut-être ne pas forcément non plus viser des objectifs trop ambitieux, puisque, comme vous le décrivez, hein, c'est-à-dire que du coup, ça vient questionner et impacter tellement de dimensions finalement au sein de l'entreprise. Et on est toujours, hein, dans cet enjeu finalement, comment, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais vous le dites avec d'autres mots, c'est-à-dire comment on va arriver à continuer à combiner performance de l'entreprise, sous-entendu économique, mais également aussi opérationnel et de production, que ce soit des services ou des produits, mais aussi social, puisque aujourd'hui, de toute manière, comme vous disiez, hein, s'il n'y a pas telle et telle condition, moi, j'y vais pas. Donc, de toute manière, et puis l'obligation aussi de préserver la santé et la sécurité des salariés. Donc, aussi beaucoup d'obligations légales. Mais dans tout ça, c'est du coup par où prendre le truc, en fait, aussi. Donc, est-ce que je peux inviter, voilà, que ce soit Claudie, Valérie ou Ophélie, peut-être à nous dire un petit peu comment ça fait écho ou pas chez vous, ou en tout cas, qu'est-ce que ça questionne aussi dans vos entreprises? Qui est-ce qui souhaite prendre la parole? Moi, je veux bien, hein. Donc, en fait, nous, on est une structure de 180 collaborateurs, donc une PME qui est quand même, voilà, c'est pas une toute petite structure non plus. Quand on est passé avec la crise en télétravail forcé, en fait, j'ai envie de dire, on avait déjà expérimenté un jour par semaine, donc les gens étaient habitués, sauf certains services qui n'étaient pas encore complètement en dématérialisé, notamment notre direction administrative et financière. Mais finalement, avec la crise, tout ça, ça s'est vite mis en ordre de marche. Et puis, la crise a fait que les collaborateurs étaient très demandeurs de télétravail par la suite. Donc, on a un accord qui a été signé l'année dernière, enfin, un avenant à notre accord, hein, du coup, pour passer à 2 jours par semaine. Et donc, ça, c'était en début d'année. Et en juillet, on peut aller jusqu'à 3 jours par semaine. Donc, on l'a fait par étapes pour voir comment ça se passait au niveau du collectif, pour voir comment ça se passait au niveau des lieux, des locaux, en fait, hein. Parce que là, évidemment, on voit que ils sont très peu occupés. Donc, on a aussi en parallèle un sujet autour des nouveaux modes de travail, notamment des locaux, hein, c'est-à-dire le passage en bureau partagé avec ce qu'on appelle le flex office aujourd'hui. Bon, tout ça, c'est beaucoup de changements aussi pour les collaborateurs. Et après, c'est pas sans douleur, mais en même temps, d'un côté comme de l'autre, je dirais, puisque pour l'employeur qui est aussi un peu perdu, il veut écouter ses salariés, en tout cas chez nous, et répondre au mieux à leur équilibre de vie. Et de l'autre côté, on a donc les salariés qui exigent maintenant un peu, hein, d'une certaine façon, en disant je pars, ou c'est ça où je pars. On a à peu près 15% de personnes qui sont en home office, hein, 100% télétravail aujourd'hui. Voilà, on n'avait pas ça avant la crise. Et on a des gros changements et tout ça, c'est nous, les enjeux, en tout cas, moi, de mon point de vue, et je parle personnellement, c'est en tant que responsable qualité de vie au travail, c'est vraiment tout ce qui est autour de la redynamisation du collectif,
Tout à l'heure, Isabelle disait le fait de trouver du plaisir à venir au bureau, ben, il y a ces enjeux-là. Et puis, il y a aussi avoir des bureaux adaptés à ces nouveaux modes de travail. Et puis, ne pas oublier de partager des temps agréables au bureau, des temps collaboratifs. Et tout ça, en fait, c'est nouveau. Donc, on va le co-construire, on s'informe, on fait de la veille. Et puis on va beaucoup co-construire avec tout le monde, en fait. C'est-à-dire que ça concerne tout le monde, donc on va être dans ces échanges-là. Merci Claudie pour, voilà, pour du coup cette mise en perspective aussi avec votre expérience. Peut-être Valérie ou Ophélie? Oui, Valérie, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend parfaitement. Voilà, alors bon, moi je suis dans une entreprise, et même dans un grand groupe, hein, pour le coup, c'est le groupe Crédit Agricole SA, donc structure cotée en bourse. Enfin, ouais, je ne sais pas si vous voyez le campus du Crédit Agricole à Montrouge, c'est 11 000 salariés qui sont sur le même site. Et donc effectivement, j'ai bien aimé le rappel à la grève SNCF de décembre 2019 et ensuite l'enchaînement sur le confinement de mars 2020, parce que pour notre groupe, on a vécu exactement, on va dire, la même montée en compétences sur le télétravail, parce que on avait un accord qui est ancien, hein, dans notre groupe, qui remonte à 2011, mais on n'avait pas réussi à dépasser 40% de télétravailleurs dans le groupe, avec à l'époque un accord qui était déjà jugé très ambitieux, avec 1 jour de télétravail par semaine. Et donc, ces deux moments, décembre 2019 et mars 2020, en fait, nous ont fait prendre conscience que la pratique antérieure qu'on avait du télétravail, eh bien, ça avait été un vrai plus, parce que sinon, on ne sait pas comment on aurait pu basculer tout un groupe, parce que là, pour le coup, on parlait de 75 000 personnes, comment on aurait pu les basculer, comme on l'a fait entre le 13 mars et le 15 mars en télétravail à 100%. Et en plus, ce qui est assez remarquable, c'est que l'ensemble des équipes ont réussi à faire cette bascule vraiment dans le temps du week-end, puisque le 13 mars, je me rappelle très bien, c'était un vendredi. Et en fait, on a énormément, déjà à l'époque, on avait en 2020 des communautés WhatsApp dans les équipes qui s'étaient installées. Et via ces communautés WhatsApp, eh bien, en fait, les infos ont pu circuler très facilement dans le week-end. Et finalement, le lundi, ne sont revenus sur site que les collaborateurs qui n'avaient pas embarqué leur ordi, parce qu'on est tous équipés d'ordi portables depuis un bon moment déjà. Donc voilà, donc ça a été du coup, ça a été d'ailleurs un grand étonnement de la part des dirigeants qui ont beaucoup apprécié l'agilité et la capacité de l'ensemble des structures de s'adapter à ce confinement, hein, et au télétravail contraint, forcé, je ne sais plus quel est le terme. Voilà, donc nous, on a vécu cette période-là, et suite à la fin des périodes de confinement, reconfinement, enfin voilà, quand on a vu un peu le bout du tunnel, bien entendu, on avait beaucoup de demandes et de pressions de la part des salariés pour renégocier l'ancien accord télétravail et pouvoir sortir du rythme 1 jour hebdomadaire maximum, et encore que pour 40%. Voilà. Et donc, du coup, après moult discussions, parce que les dirigeants étaient très, très, très frileux sur la mise en place du télétravail, en fait, on a réussi à obtenir gain de cause dans nos instances plus dirigeantes comme Aix et autres, sur un télétravail à la carte, sur mesure, avec une souplesse maximale, et donc avec un quota de jours de télétravail annuel que les salariés peuvent poser comme ils le souhaitent, sachant qu'on a aussi fait un lien entre le télétravail et donc l'organisation vie pro, vie perso, et la capacité, ou en tout cas le bénéfice que pouvait représenter le télétravail pour les salariés aidants. Et donc, on considère que si, par exemple, un salarié a un accident de la vie, eux-mêmes ou leurs proches, enfants ou ascendants, théoriquement, ils seraient en capacité de se mettre 3 mois d'affilée en télétravail, puisque l'accord le permet. Ils ont un quota de 90 jours par an, et qu'après, effectivement, une fois que le télétravail le quota de jours annuel a été consommé, à ce moment-là, il faut repartir soit sur du temps de présence 100%, soit trouver un aménagement autre
parce qu'on a aussi un accord congé proche aidant où on a, ça c'est les grands groupes, hein, maintien du salaire pendant 1 an si le salarié fait une demande de congé proche aidant pendant 3 mois, renouvelé autant que faire se peut. Voilà, donc ça c'est notre sujet. Alors moi ça m'intéressait beaucoup de m'inscrire à cette pour pouvoir les partager sur les différentes pratiques, parce que on va avoir à renégocier à nouveau l'accord, puisque on a signé un accord qui va, donc on l'a signé en juillet 2021 et il prend fin le 31 décembre 2022. Donc c'est une espèce d'accord de chantier, je vais dire ça comme ça, qui a été mis en place parce que les dirigeants n'ont pas voulu se lancer dans un accord qui serait à durée indéterminée et qu'il fallait une échéance pour voir si justement cette souplesse, ça ne mettait pas en péril toutes les organisations, et ceci, si cela, enfin voilà. Et puis, effectivement, en parallèle, dans l'accord, il y a eu un chapitre qui a été, comment dire, dans toutes les entités de la structure, du coup, qui a été repris sur, effectivement, en contrepartie de la mise en place du télétravail, et bien, un aménagement des bureaux en bureau flex. Et tout ça, ce n'est pas encore complètement abouti. Les équipes immobilières, logistiques et tout ça travaillent d'arrache-pied, mais on ne peut pas modifier des milliers de mètres carrés de bureaux en 2 clics de souris, on va dire ça comme ça. Et donc, tout est encore en cours. Et donc, voilà, je pense qu'on a petite structure ou grosse structure, tous les mêmes interrogations, les mêmes soucis sur la dynamique des collectifs, la fidélité à l'entreprise, l'engagement dans l'entreprise, la prise de distance ou pas, enfin voilà. Et donc effectivement aussi la nécessité en termes de management, mais aussi en termes de fonctionnement RH, ce besoin de trouver des nouveaux dispositifs ou des nouvelles manières de fonctionner pour que le collectif, que ce soit en présentiel ou en distanciel, soit réellement existant et que ça fonctionne au mieux du possible, ce qui est un vrai challenge, ce qui n'est pas simple du tout. On voit qu'il y a des bonnes pratiques. Alors, du coup, on a monté des comités d'échange bonnes pratiques télétravail pour que les directions puissent échanger avec d'autres directions et qu'on puisse partager ce qui marche chez les uns, aller chez les autres, quoi. Voilà. Et ça marche bien, ça plaît bien. Et heureusement qu'on a mis en place cette dynamique-là, on va dire ça comme ça, parce qu'on espère que pour la prochaine négociation, ça aura pu rassurer les dirigeants qui seront moins frileux, parce qu'on a aussi cet enjeu d'attractivité avec des métiers sur le digital, dans tous les groupes bancaires. On est en concurrence sur de nombreux métiers sur le marché du travail, quoi. Et si on n'a pas le télétravail à bonne hauteur, ça va être compliqué pour attirer les talents, comme on dit chez nous. Et donc là, il y a un vrai sujet. Voilà, j'aurais encore plein de trucs à dire, mais je vais m'arrêter là. Valérie, je peux vous poser une question. Oui. Est-ce que vous avez re-questionné la question du management et est-ce que vous avez accompagné vos managers dans la coordination des équipes en télétravail? Oui, on l'a fait. Oui, D'accord. non, mais on l'a fait dès. Ça a été un travail assez intense et d'arrache-pied, mais on l'a fait dès juillet 2020. On a mis en place 2 guides, un guide du salarié télétravailleur et un guide du manager en situation de management à distance. Et c'est des guides qui ont été élaborés avec des prestataires externes et qui ont effectivement permis d'aider les managers, parce qu'on avait certains managers qui étaient, je veux dire, en situation de détresse, je pense que le mot n'est pas trop fort. Voilà, et ça a bien marché. Et après, quand on a pu refaire venir les managers sur site, on a aussi créé des groupes de parole, entre guillemets, de temps d'échange entre managers. Et alors au départ, c'était par direction, et après, on a fait en sorte qu'ils soient mélangés de toutes directions pour justement aider au partage des bonnes pratiques entre les directions où ça marchait mieux que d'autres.
parce que les bonnes idées avaient émergé plutôt là qu'ailleurs. Enfin, après, c'est des contextes aussi qui font que c'est possible ou pas, parce que on a vécu tous une année 2020 très très compliquée. Et c'est vrai que nous, dans la partie banque, les services communication, les services risque, on avait les PGE, les prêts garantis par l'État à mettre en place, donc toutes les équipes crédit, les papistes, ils ont été mis sous pression de dingue. Et donc, on a des affaires juridiques aussi, ça a été hyper intense. Et donc, on a des îlots, on va dire, qui à l'époque avaient été un peu plus protégés, comme la conformité, par exemple, qui, eux, du coup, avaient plus travaillé sur le management et qui avaient déjà lancé une réflexion sur le management dans leur structure avec le cabinet quaternaire. Et du coup, ils ont pu plus avancer, plus pédaler sur le sujet rapidement. Et ça a pu aider toutes les autres équipes, en fait, qui étaient tellement le nez dans le guidon avec la situation de crise et la pression commerciale, la pression réglementaire, tout ce qu'on a. Même les équipes IT, elles étaient complètement sous l'eau, parce que mine de rien, même si on était habitué au télétravail, il a fallu élargir la taille des tuyaux, il a fallu mettre en place des outils collaboratifs. Vous avez vu en fait que le curseur bougeait en fait en termes de management. Est-ce que vous avez une vision comme ça déjà avec un peu plus de distance et de recul sur comment se sont adaptés les managers? Parce que c'est une question pour moi un peu centrale. Moi, je le vois, c'est quand même pas simple, quoi. Alors, ce que je sais de façon, très claire, parce que alors, pour le coup, pour avoir rencontré des managers qui étaient, avant mars 2020, totalement réfractaires au télétravail et qui ne le pratiquaient pas eux-mêmes, comme là, ils ont été obligés de le faire, alors ils sont devenus plus favorables au télétravail. Et d'ailleurs, même à titre personnel, ils ne l'arrêteraient plus aujourd'hui. Et ça, c'est pour leur situation perso et leur rythme de travail. En revanche, on sent bien qu'en termes de management, il y en a qui sont très à l'aise, qui ont fait le pli, qui sont rentrés, et il y en a, c'est encore un petit peu compliqué. La population manager n'est pas homogène, si vous voulez. Mais grosso modo, mais on va avoir une réunion de bilan là bientôt, c'est prévu début juin, justement sur tous ces aspects-là. Grosso modo, on peut dire, oui, je pense que 70% sont soit très à l'aise, et on a encore environ 30%, à grosse maille, je vous dis ça, c'est à titre indicatif, et on en aurait entre 20 et 30% qui restent à accompagner, et peut-être, on a des modules de formation maintenant aussi sur le management à distance qui ont été mis en place, parce qu'on a un service de formation interne, donc ils ont pris le sujet, et donc on pense qu'il y a effectivement un accompagnement à leur proposer, et des montées en compétences encore. Mais après, c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que c'est pas lié forcément à l'âge du manager. Je suis pas étonnée. Ouais. Je suis pas étonnée, non, c'est la vision en fait qu'on a du management, quoi. Non, oui, puis c'est la capacité. J'ai entendu parler du terme de confiance tout à l'heure. Je pense que ça, c'est très très important, c'est fondamental, c'est la capacité à faire confiance, la capacité à déléguer, la capacité à donner de l'autonomie, donc à sortir du contrôle, Et il y a des gens, je pense qu'ils sont très en confiance dans leur domaine, ils sont très en confiance avec leurs collaborateurs, peut-être parce qu'ils ont choisi leur équipe, ils l'ont construite eux-mêmes. Il y a certainement beaucoup de paramètres qui interviennent. Et puis, il y a d'autres managers qui sont peut-être moins en confiance eux-mêmes et qui ont moins de facilité à faire confiance aux autres. Et là, c'est très compliqué, J'imagine. Oui, mais du coup, je voulais réagir là-dessus pour dire deux choses dans ce que vous nous partagez, et merci à vous. C'est vrai qu'au-delà de la relation de confiance, c'est vrai que les RH aussi, je l'avais un petit peu posé tout à l'heure, mais ont un gros travail à effectuer sur la question du soutien aux managers, et non pas le soutien managérial du coup qui revient aux managers eux-mêmes. Et donc là, il y a des vrais enjeux. Alors, ce n'est pas simplement uniquement de la formation. Ce que vous dites les unes les autres, c'est aussi comment on va mettre en discussion ça, comment on va valoriser et partager aussi les bonnes pratiques, puisque bien sûr, elles appartiennent aussi peut-être aux différentes unités de travail. Elles vont ressembler aussi à qui sont ces managers qui essayent aussi d'innover en la matière, etc. Et puis, ce que je voulais souligner aussi, c'est
plus globalement, la question en fait de comment on accompagne les transformations finalement, que ce soit dans les petites ou dans les grandes. Alors tout à l'heure, Joséphine, vous disiez plutôt en entrée de matière, il y a quand même effectivement des choses spécifiques, en tout cas sur cette question de transformation que tout le monde vit aujourd'hui, qui seraient spécifiques aux petites, vraiment plus petites structures. Et là, ce qu'on est en train de se dire, c'est peut-être presque, alors pas l'inverse non plus, mais c'est finalement, on a beaucoup, beaucoup de lieux communs, quelle que soit la taille. Donc, pour vous, et peut-être ce sera peut-être le mot de la fin, ce sera, mais finalement, voilà, qu'est-ce qui est caractéristique et qui aujourd'hui encore fait question ou débat, qui serait vraiment spécifique aux petites entreprises. Et puis, du coup, Claudie et Valérie, bien sûr. Valérie, je ne me souviens plus quelle est la taille de votre entreprise. Alors, moi, je suis dans une structure qui s'appelle Crédit Agricole SA, il y a 2000 salariés, Ouais, mais on a sur le campus la DRH Group, Crédit Agricole d'accord. SA, et là, pour le coup, c'est 75 000 salariés. D'accord. Et pour Claudie? 180, non? 80 collaborateurs, À ouais. 80 collaborateurs, voilà. Oui. 180, Ouais. ouais. Donc, 180. effectivement, on a un gap, bon, ce qui est normal aussi. Donc, voilà, donc je voudrais bien, effectivement, peut-être, ben voilà, ce sera en guise de conclusion. Et puis, voilà, ce que vous avez envie d'en dire. Voilà, Oui, oui, oui. Oui, non, mais moi, en fait, si vous voulez, évidemment que les questionnements sont les mêmes, hein. On voit bien autour de cette table que on va tous dans le même sens. Après, moi, ce que je constate, vous voyez, les spécificités, c'est peut-être la prise de conscience des enjeux et des impacts. Le manque de grille de lecture, comme vous l'avez souligné, parce que, bah, voilà, parce qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, la fonction RH, mais pas la vision RH de façon globale, c'est pas voilà, n'est pas forcément très présente dans toutes les structures. Et puis il y a aussi le manque de moyens, quoi. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a quand même des tailles critiques et que, vous voyez, un collaborateur qui s'en va dans une entreprise de 15 salariés, c'est terrible. Alors, ça peut complètement déstabiliser la structure, quoi. Une erreur qui serait faite, vous voyez, sur comment je pilote les ressources dans une entreprise, et ben, l'impact, il est quand même vachement plus fort quand on est moins de 50 que quand on est 2000 ou quand on est même 80, quoi. Moi, pour avoir travaillé dans des entreprises de plus de 50, je vois déjà que les choses sont un petit peu plus... On a un petit peu plus de marge de manœuvre et moi, je vois que les spécificités, voilà, si j'avais comme ça à dire, à tracer, c'est quand même ça, quoi. Je dis pas qu'une grosse structure a plus d'aisance, mais peut-être que je dirais que la marge de manœuvre n'est pas la même et les enjeux à gérer ne sont pas les mêmes non plus. Voilà, même si je mets vraiment beaucoup de comment on dit en français, guillemets. guillemets, pardon, de guillemets à tout ce que je dis là, mais voilà, hein, moi ce que, voilà. Et pour vous, Isabelle, alors, du coup? Après, juste pour échanger avec une de mes voisines qui travaille dans une grosse structure, où clairement, ils ont dit confinement, c'est fini, maintenant tout le monde revient au boulot et le télétravail, on ne veut pas en entendre parler. Alors que c'est une grande structure, alors qu'il y a des services RH, mais avec des dirigeants qui disent bah non, on revient comme avant. Oui, oui. Donc voilà, je dirais que oui, la taille de la structure fait que la moindre décision sur une petite structure, elle est décuplée parce qu'il y a peu de monde. Mais c'est aussi beaucoup la vision des dirigeants, dans quelle mesure elle a évolué ou pas. Oui, oui, non, mais je suis d'accord avec toi, hein, bien sûr. Mais c'était déjà des dirigeants qui avaient, tu vois, en tête une vision RH, quoi. En fait, la crise, elle fait comme un haut-parleur, quoi, comme un, tu vois, ça décuple un peu tout ça, quoi. Mais c'est vrai, des dirigeants ou des dirigeantes, hein, ou des entreprises qui avaient déjà dans l'ADN une approche, alors on peut appeler ça comme on veut, hein, RH, sociale, humaine, Je dirais humaine. forcément va Humaine. Oui. Je trouve que intégrer. le mot humain Voilà. prend vraiment tout son sens et Oui, ceux qui oui, je suis accordent vraiment d'accord. une importance à l'humain, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la taille, on voit les évolutions, on voit le train qui s'est mis en marche. Et ceux pour qui c'est un point de détail, bah, ça devient très, très compliqué. Ça devient très compliqué. Ça On est devient très d'accord. compliqué. Ça Donc, devient très une compliqué. question aussi fondamentale de culture Oui, et de choix. Et de choix. oui, oui, oui.
Oui, et de système managérial, hein, dans le fond. Hein. Tout On à l'a fait. déjà souligné plusieurs fois, quoi. Ah, bah, de Quand toute on est façon, dans celui... l'hyper-contrôle, une entreprise qui est dans l'hyper-contrôle, Mm, c'est d'autant plus compliqué, mais qu'on soit grand ou petit, hein, là, pour le coup. tout à Hein. fait. On n'a pas de... Il n'y a pas de spécificité, là, enfin, pour moi, hein, sur Mm. des petites structures, quoi. Bon, je pense qu'on va conclure. Valérie nous a suivis Oui. jusqu'au bout. Merci Valérie. Merci à vous, Valérie. Non, mais c'est un sujet fondamental, on va Je pense dire. qu'on pourrait débattre encore un moment. Il y a Ah pas ouais. Oui, mal tout à à faire. fait. On a beaucoup de choses à dire. Tout à Ben, fait. je pense, Valérie, que vous savez où trouver donc Joséphine et Isabelle voilà, chez J'Emploi. Je vais envoyer un petit support qui reprendra les éléments. D'accord. Vous aurez le site. Merci à vous, donc, participantes, pour la richesse aussi des échanges, pour la dynamique. Merci à vous qui avez accepté de partager votre expérience. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous, en tout cas, dans ces échanges voilà, très riches. Et puis, bonne route pour continuer à vous questionner, à avancer avec vos entreprises. Et au plaisir de vous retrouver lors d'autres événements avec la RACT Île-de-France. Merci Laurence. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes. Bonne Merci soirée. beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.